Notre calendrier est faux. Juste pour voir à quel point nous sommes confus. Décembre est le 12e mois de notre calendrier. Nous savons ces choses. Ces indices sont codés dans notre langue et cela fait partie de l'Empire pour nous sortir du calendrier sacré. Toutes ces choses jouent en réalité contre nous dans ce calendrier empirique. Il existe de nombreux indices dans notre langage, mais nous les ignorons complètement. Nous négligeons souvent la signification du calendrier. Dans la société contemporaine, les calendriers sont généralement considérés comme des outils permettant de compter les jours ou de marquer le passage du temps, et leur signification profonde est souvent négligée. Cependant, historiquement dans l'Empire romain, le terme calendrier, calende, faisait référence à une période pendant laquelle les impôts devaient être payés. Prononcer le mot calendrier signifiait à cette époque discuter des obligations fiscales. Cette association a conduit à un suivi organisé des dates en fonction des phases de la Lune, aidant ainsi les gens à anticiper le moment où les agents du fisc pourraient venir frapper à la porte pour collecter l'impôt. Au cours de cette période historique, les gens étaient parfaitement conscients que la pleine lune signalait souvent la perte imminente de quelque chose de valeur, car elle indiquait le moment de la perception des impôts. Un calendrier romain utilisé pendant le royaume et la République fait principalement référence au calendrier pré-julien de Rome. Cependant, il inclut également généralement le calendrier julien, qui a été établi par les réformes du dictateur Jules César et de l'empereur Auguste à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous avons commencé à créer quelque chose que nous appelons des cycles, en langage atlante, nous l'appelons les cycles de la terre, les cycles du feu, les cycles de l'eau. Lorsque nous avons commencé à organiser des cycles pour comprendre quelle était l'énergie autour de nous, afin de manifester quelque chose, de faire réellement quelque chose de physique, pas seulement de calculer des moments. Le premier calendrier comprenait 10 mois, commençant en mars au printemps et laissant l'hiver comme période indéterminée avant le début de l'année suivante. Chacun de ces mois était constitué de 30 ou 31 jours consécutifs pour 38 cycles non dénaux. Ces cycles formaient une sorte de semaine de 8 jours, comptant 9 jours inclusivement dans le manoir romain et se terminant par des cérémonies religieuses et un marché public. Ce calendrier fixe présentait des signes de son origine en tant que calendrier lunaire d'observation. Notamment, les jours cruciaux de chaque mois, ces calendes, Non et Id, semblaient être liés respectivement à la nouvelle lune, au premier quartier de lune et à la pleine lune. Si nous suivons la lune, nous savons exactement comment devrait être la vie sur Terre. Si nous suivons le soleil, nous savons exactement comment nous laisser guider dans notre objectif. Où allons-nous? C'est le soleil. La destination vers laquelle nous nous dirigeons est la lune. Il y a des milliers d'années, bien avant l'avènement de la science, de la philosophie naturelle ou des calendriers, les premiers humains possédaient une compréhension innée du passage du temps. Leur vie était intimement liée à la nature alors qu'ils chassaient et cueillaient, vivant au milieu des saisons du ciel et des divers éléments de l'environnement d'une manière qui diffère considérablement de l'expérience de l'humain moderne. Même sans l'aide du langage écrit, ces récits servaient à transmettre des informations essentielles à la jeune génération, comme l'observation des changements de position du Soleil pendant les mois d'été et le suivi des mouvements des corps célestes. Avant le développement d'outils élaborés comme Stonehenge, ils observaient attentivement les signes de la nature, un peu comme une personne moderne sent intuitivement quand il est temps de quitter le bureau ou de prendre un parapluie, le tout sans compter sur la technologie. À mesure que les sociétés évoluaient, des outils rudimentaires comme Stonehenge ont été utilisés pour synchroniser les communautés avec les saisons, en utilisant la pression sociale pour standardiser la sagesse accumulée au fil des générations, façonnant ainsi des pratiques que nous reconnaissons aujourd'hui comme des rites et des fêtes. Parallèlement, des cultures délibérées ont commencé,
nécessitant une mesure plus précise des saisons et du climat afin d'optimiser les semis et les récoltes pendant des millénaires. Les humains ont été captivés par la danse céleste des étoiles au-dessus de la Terre. Les premiers observateurs se sont émerveillés devant les phases et les positions en constante évolution de la Lune, dessinant des constellations qui ressemblaient à des animaux et à des personnes, tissant des histoires autour de la tapisserie cosmique. Ils ont commencé à parler des cycles selon lesquels cette étoile se déplace vers le sommet de la montagne ou vers la vallée. Cela a donc créé un cycle, une période de temps pendant laquelle nous savons où nous déplacer, où aller, qu'en faire quelque chose de spécifique. Les civilisations anciennes se sont lancées dans un voyage visant à comprendre les cycles célestes, en se concentrant attentivement sur les mouvements complexes des étoiles et de la Lune et en reliant ces observations à des périodes significatives. Cette conscience cosmique est devenue un guide pour leurs actions et leurs mouvements. La Lune, en particulier, a joué un rôle central dans l'organisation de leur vie, reconnaissant que les cycles lunaires influençaient divers aspects de la vie. Ils ont observé les marées océaniques, notant les signes subtils qui indiquaient la fonte des neiges des montagnes et l'arrivée de la saison des semailles. La pleine lune avait une signification particulière en tant que symbole des cycles de reproduction, signalant le moment de l'accouplement. Leur système de croyance attribuait différents rôles au corps céleste. La pleine lune facilite la vie sur Terre, le soleil les guide dans leur objectif, et les étoiles fournissent des conseils spécifiques pour différents lieux et moments. Alors qu'ils s'efforçaient de documenter ces cycles célestes, un défi s'est présenté: l'absence d'un début ou d'une fin claire dans ces schémas récurrents. Écrire sur les cycles de la Lune, du Soleil et des étoiles a révélé une prise de conscience. Le caractère unique de ces cycles dans différentes régions, continents, hémisphères et latitudes. La position des étoiles, de la lumière du Soleil et de la Lune variait, ce qui conduit à comprendre que chaque région justifiait son calendrier distinct. Cependant, malgré cette prise de conscience, l'une des erreurs persistantes de notre monde contemporain réside dans l'adoption uniforme d'un calendrier conçu par les Romains. Cet oubli néglige les diverses perspectives célestes et les nuances régionales qui guidaient autrefois les sociétés anciennes dans l'élaboration de leur calendrier. La dépendance du monde à l'égard d'un calendrier unique a conduit à une déconnexion de notre potentiel inhérent de création. Les différentes manières dont la lumière de l'équinoxe interagit avec la Terre et les pôles nord et sud soulignent la nécessité de calendriers distincts, adaptés à chaque région, latitude et parallèle. Tout comme la diversité des célébrations du Nouvel An dans les différents pays, chaque région nécessite un calendrier aligné sur sa dynamique céleste unique. Les célébrations du Nouvel An signifient la fin d'un cycle et le début d'un autre, chaque nouvelle année correspondant à un solstice ou à un équinoxe. Ces événements célestes, liés à la position de notre planète, reflètent l'alignement de notre esprit. Malgré cette apparente déconnexion, les humains sont essentiellement des êtres magnétiques, leur structure cellulaire étant naturellement encline à s'équilibrer avec le pôle magnétique nord. Quelle que soit la direction vers laquelle pointe le pôle nord magnétique, notre sang, notre tête, notre cœur, nous nous alignons sur cela. Et parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune idée d'où est le nord et cela nous est égal, donc tout le monde fait ce que nous faisons. Nous sommes tous perdus et déconnectés du but de notre vie, car nous ne sommes pas alignés avec le pôle nord et nous ne savons pas où sont la procession des équinoxes qui est notre étoile. En ce moment, à cause de cela, nous avons perdu le pouvoir de création, nous avons perdu le pouvoir de notre propre être, de notre culture. Nos races, la couleur rouge de notre sang contenant du fer, fait office de boussole s'alignant avec le pôle nord magnétique. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup ignorent l'emplacement du pôle nord, ce qui conduit à une profonde déconnexion de notre objectif culturel, des races et des territoires là-bas. Il n'y a que 2 périodes de l'année où l'axe de la Terre n'est incliné ni vers ni loin du Soleil,
ce qui entraîne une quantité presque égale de lumière du jour et d'obscurité à toutes les latitudes. Le mot équinoxe est dérivé de deux mots latins, equus qui signifie égal et nox qui signifie nuit. L'équateur, le soleil, est directement au-dessus de midi à ces deux équinoxes. Les heures presque égales du jour et de la nuit sont dues à la réfraction de la lumière du soleil ou à la courbure du rayon lumineux qui fait apparaître le soleil au-dessus de l'horizon alors que la position réelle du soleil est en dessous de l'horizon. De plus, les jours deviennent un peu plus longs aux latitudes plus élevées en raison de l'éloignement de l'équateur, car le soleil met plus de temps à se lever et à se coucher. Plus précisément, lors de cet événement, le soleil est positionné directement au-dessus du tropique du Cancer à 23,5 degrés de latitude nord, traversant des régions telles que le Mexique, les Bahamas, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Inde et le sud de la Chine. Pour les endroits situés au nord du tropique du Cancer, il s'agit de l'altitude la plus élevée du Soleil, ce qui en fait le jour le plus long de l'année. À l'inverse, le solstice d'hiver signifie le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Dans l'hémisphère nord, cela se produit lorsque le Soleil est directement au-dessus du tropique du Capricorne à 23 heures, couvrant des régions comme l'Australie, le Chili, le sud du Brésil et le nord de l'Afrique du Sud. Traditionnellement, dans de nombreuses régions tempérées, le solstice d'hiver est considéré comme le milieu de l'hiver, bien que dans certains contextes contemporains, il soit considéré comme le début de l'hiver. On l'appelle également l'extrême de l'hiver ou le jour le plus court. Tout au long de la préhistoire, le solstice d'hiver a eu une signification culturelle marquée par les fêtes et les droits. Il symbolise la mort et la renaissance symbolique du soleil, alors que la diminution progressive des heures de clarté s'inverse, initiant une période d'augmentation de la lumière du jour. La nouvelle année, observée à l'échelle mondiale, reflète les tentatives de diverses cultures de s'organiser. Par exemple, le choix Rhinox est important car il marque le moment des semailles, provoquant des rituels pour bénir la terre avec du sang, souvent provenant de chèvres abattues, connues aujourd'hui sous le nom de bélier. Cette pratique ancienne illustre le lien profond entre les événements célestes, les pratiques culturelles et les cycles de la nature. La constance des étoiles reste inchangée, c'est notre perception qui évolue. La modification humaine découle de la façon dont nous interprétons l'emplacement des étoiles, faisant de l'astrologie un reflet de la perception de notre âme plutôt qu'une force céleste qui nous influence. En Europe, le dernier cycle du solstice avant le Nouvel An marquait le retour de la célébration du Soleil en décembre, survenant au cours du 10e mois. Pendant 12 jours, du 2 au 25 décembre, les peuples anciens se réjouissaient du retour apparent du Soleil, car il se levait constamment au même moment et au même endroit. Notamment, le 25 décembre, le Soleil a commencé son voyage de retour, symbolisant l'allongement des jours. Ces jours-là même où l'on célèbre la renaissance du Soleil coïncidant avec la naissance reconnue du Christ. La convergence des événements célestes et des traditions culturelles met en évidence le lien complexe entre notre perception, les cycles célestes et les célébrations significatives. Après ces jours, nous célébrons pendant 12 jours. Nous devons célébrer le retour du Soleil. Ainsi, pendant 3 jours, depuis le 22, nous avons 3 jours où le Soleil va se lever exactement au même moment, au même endroit. Et puis, le 25 décembre, ça commence à reculer. Cela marque que nous recommençons les jours plus longs. Et c'est pourquoi nous avons tous célébré le retour du Fils ou la naissance du Christ. Aubrey Marcus se penche sur la confusion qui découle du fait d'adhérer au même système de calendrier depuis des lustres. Dans le contexte historique, décembre, initialement le 10e mois, est devenu le 12e mois, et de même, octobre était à l'origine le 8e mois. Ce changement reflète une déconnexion avec les temps anciens, même la nomenclature des mois contribuant à la confusion. Comme juste pour voir à quel point nous sommes confus,
Décembre est le 12e mois de notre calendrier, mais il nous indique littéralement le 10e mois de décembre et le 8e mois d'octobre. C'est comme si tout allait mal, comme si même la façon dont nous avons nommé les choses nous déroutait tout le temps et qu'il y avait des indices partout. Les noms des mois sont en fait des indices que nous faisons cela complètement à l'envers. Marcus met l'accent sur la linguistique. Des indices intégrés dans notre langue illustrant comment le terme funa, le mot latin pour lune. Malgré ces allusions linguistiques, il existe une tendance omniprésente à les ignorer. Marcus suggère que cette déconnexion linguistique est intentionnelle et fait partie d'une stratégie impériale visant à nous détourner du calendrier sacré. Le but est de diminuer notre pouvoir et notre potentiel en entravant notre capacité à créer des rituels significatifs et à exploiter nos capacités inhérentes de manifestation. Du point de vue de Marcus, le système de calendrier existant, motivé par les intérêts impériaux, joue contre les individus en donnant la priorité à la fiscalité plutôt qu'à leur bien-être. En favorisant une déconnexion du calendrier sacré, les individus sont éloignés de leur pouvoir inhérent et de leur potentiel de créer des rituels qui s'alignent sur les cycles naturels et les énergies cosmiques. Cette idée met en lumière les manières subtiles dont les structures sociétales peuvent influencer notre perception du temps et les conséquences qu'elles ont sur nos capacités d'autonomisation et de manifestation. Matthias explique en outre le point de vue de Marcus en donnant des exemples du calendrier romain utilisé pendant le Royaume et la République romaine, qui a subi des changements importants au fil du temps. Initialement établi par Romulus, il s'étend sur 10 mois à partir de mars. Ils ont ajouté des jours de leur propre choix, parfois 30 et parfois 31. Matthias a expliqué comment les gens d'aujourd'hui suivent aveuglément le calendrier romain sans venir d'Albe la Longue, son lieu de naissance supposé. Röpke a proposé que l'année romulienne puisse être une interprétation des derniers écrivains républicains, notant sa coïncidence avec les 10 premiers mois du calendrier julien. Le calendrier solaire de Romulus avait une année de 360 jours, incorporant les mois de manière incohérente. L'histoire complexe du calendrier romain implique de multiples interprétations, ajoutant des niveaux d'incertitude quant à son origine et son évolution. Le mois de janvier est attribué au dieu Janus. En tant que dieu des traditions et des dualités, Janus est représenté avec 2 visages, l'un tourné vers le passé et l'autre tourné vers l'avenir. Il tient également une clé dans sa main droite qui symbolise sa protection des portes, portails, seuils et autres séparations ou ouvertures entre les limites spatiales. Dans la Rome antique, le symbole de la clé signifiait également qu'un voyageur était venu trouver un refuge ou échanger des marchandises en paix. Qu'après avoir perdu ce lien, les gens ont commencé à mélanger les cultures et les traditions. Les Romains donnaient aux jours de la semaine le nom du Soleil, de la Lune et des 5 planètes qui étaient aussi les noms de leurs dieux. Les dieux et les planètes étaient Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Le dimanche et le lundi portent le nom des corps célestes que sont le Soleil et la Lune, mais les autres jours portent le nom des dieux nordiques, le jour de Tyr, le jour d'Odin, le jour de Thor et le jour de Frigg. Le samedi ne suit pas le même schéma, et son nom signifie jour d'eau chaude, ce qui peut se traduire par jour de lessive ou jour de bain. Le samedi anglais provient du dieu romain Saturne et peut être reconnu du latin où le jour s'appelle dies Saturni. Ainsi, tous les païens étaient mélangés et adaptés de l'Europe. Chacun de ces noms a été nommé ainsi pour être célébré lors d'un rituel visant à éveiller le potentiel de ces dieux ou étoiles. Aujourd'hui, ces journées sont organisées à la suite du Moyen-Orient créant les journées selon la célébration de Dieu et le ciel. Vénéré depuis l'Égypte préhistorique jusqu'au royaume ptolémaïque et à l'Égypte romaine, Horus possède diverses formes enregistrées traitées comme des dieux distincts par les égyptologues.
Ces formes représentent différentes manifestations de la même divinité, mettant l'accent sur des attributs spécifiques ou des relations syncrétiques qui s'alignent sur la perspective égyptienne antique sur les multiples facettes de la réalité. Horus est communément décrit comme le fils d'Isis et d'Osiris, bien que dans certaines traditions, Hathor soit considéré comme sa mère ou sa femme. Horace est celui qui indique où se trouve le soleil. Horace est là. C'est donc 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est donc la même chose. Tout le temps est organisé en trinités flottantes et tissant des modèles intentionnels, jetant les bases pour les générations futures à suivre. Aujourd'hui, nos célébrations font écho aux leurs, entretenant un lien intemporel. La Lune, une force puissante, influence notre sang, nos cycles de vie et surtout le corps féminin. Investir notre cœur, notre esprit et notre corps dans ces processus signifie abandonner le contrôle du pouvoir au lieu d'exploiter son potentiel. Cela nous rappelle que la participation active nous donne du pouvoir tandis que la passivité nous soumet aux forces extérieures. C'était David. Pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.